Bonjour à tous. Je suis le docteur Aslangu, je suis interniste. Bonjour, Gaëlle Agra, je suis donc médecin psychiatre au Sénégal. Et en fait, on va faire un lien assez direct entre la présentation de Madame Chan-Mougan, je ne voudrais pas écorcher le nom, et sa demande qui est clairement que les médecins s'intéressent peut-être un peu plus à leurs malades et arrivent un peu mieux à communiquer avec eux. Et on pense que la médecine narrative pourrait être un outil, en tout cas c'est comme ça qu'on a pratiqué nous avec nos étudiants, pour améliorer cet état de fait. Donc c'est bien qui commence. Oui, je vous remercie d'ailleurs de votre témoignage bouleversant. Pas du tout. Vous faites le constat d'une réalité qui est extrêmement pesante pour les patients. Et c'est vrai qu'on a pu heureusement leur apporter beaucoup de choses avec la socio-esthétique, les soins de support, etc. Mais le cœur, je dirais, du problème, c'est bien la relation entre le patient et son médecin. Exactement. Donc, comme le disait Elisabeth, la médecine narrative, on s'y est intéressé. Donc c'est vrai que moi, en tant que psychiatre, bon, c'est un peu mon cœur de métier, donc je ne sais pas si je suis très légitime pour vous parler de ça. Et je pense qu'Elisabeth l'est bien plus, puisque le constat qui a été fait, c'est vraiment, dans notre médecine, on va dire moderne, c'est qu'on oubliait d'écouter le patient et de le prendre dans sa globalité. Alors, comment faire pour sensibiliser nos étudiants qui sont devenus avec l'Evidence-Based Medicine des techniciens à toute épreuve, c'est-à-dire avant même d'avoir dit bonjour parfois à son patient, il avait déjà sa batterie d'examens complémentaires à faire. Et donc, finalement, le médecin n'avait même plus à lui serrer la main. Bon, c'est vrai que c'est pas très Covid en ce moment de serrer la main, mais ne lui disait à peine bonjour et ça y est, il était parti dans sa série d'examens. Et le médecin, finalement, ne connaissait son patient qu'à travers les examens qu'il avait pu endurer, comme vous l'avez bien souligné. Donc, ce qui a été oublié, c'est la souffrance, le ressenti, et au travers de tout ça, c'est un constat, finalement, d'une déshumanisation des soins pratiques. Alors, les conséquences de ce constat, finalement, de la scientifisation, on a mis des mots, c'est très difficile à dire ce matin, de la médecine, avec la naissance du mouvement de bioéthique, c'était vraiment un décalage, finalement, entre les attentes des patients et celles de la société, avec cette nécessité d'efficience, de résultats. Donc il y a, et ça depuis quelques années, et bien heureusement que la parole des patients est un peu plus entendue maintenant, une mobilisation de ces patients et une recherche d'une médecine plus équilibrée, plus juste, qui resterait précise et technique, mais où la parole du patient serait entendue. Avec une médecine plus respectueuse, bien sûr, de la dignité du patient et la naissance de l'éthique médicale. Alors, les origines de la médecine narrative, notre papesse, Elisabeth à moi et à moi-même, c'est le professeur Rita Charon, qui est aussi une médecin interniste, et qui a inventé ce concept dans les débuts des années 2000, qui est né de la confluence de plusieurs sources, l'humanité et médecine, de la médecine générale, et c'est aussi un tournant narratif qui a eu lieu dans les années 80. Et donc, elle présente vraiment la médecine narrative comme non pas un outil à disposition des médecins qui pourraient l'utiliser, s'en servir pour mieux communiquer, mieux entendre, mieux prendre le patient dans sa globalité, mais vraiment comme une nouvelle forme de médecine. Alors, il est vrai que pour adapter les choses à notre société extrêmement technique, et à l'enseignement qu'on a pu faire, que ce soit aux médecins seniors ou aux étudiants, nous, on a pris le parti, avec Elisabeth, de présenter les choses plutôt comme un outil dont on pourrait se saisir, qui n'est peut-être pas adapté à l'ensemble des situations, mais qui viendrait, dans un premier temps, sensibiliser à cette question fondamentale qui est d'entendre son patient. Au-delà même de l'écouter, c'est de l'entendre. Alors c'est vrai que c'est aussi, ça demande un investissement au médecin. C'est extrêmement parfois douloureux pour le médecin que de se mettre dans une position d'entendre
la souffrance de son patient. Et c'est probablement pour ça que c'est d'autant plus difficile pour les chirurgiens, hein, qui ont à faire un acte technique, parfois qui demande même de se dissocier, hein, par rapport à son esprit, pour être dans la technicité, que de devoir faire l'effort d'entendre la souffrance de son patient. Alors, les constats de Rita, ça a été le prix à payer pour la médecine scientifique efficiente et technologique était de devenir finalement impersonnel. Les médecins étaient concentrés sur les aspects scientifiques des soins. Les spécialistes finalement devenaient interchangeables et semblaient éloignés de l'existence humaine ordinaire, de la souffrance et de la mort. Alors c'est bien pratique tout ça, parce qu'en tant que médecin, finalement, ça vient nous protéger de l'impact, hein, que pourrait avoir l'écoute et de la souffrance de nos patients. Et finalement, on a perdu ce lien, hein, et j'insiste sur ce mot qui est à mon avis fondamental, c'est ce lien entre le praticien et son patient. Et c'est ce lien-là qui est aussi thérapeutique, et pas seulement en psychiatrie, mais aussi en médecine somatique. Les hypothèses de Rita, ça a été que l'entraînement narratif intensif contribue à apporter à la médecine moderne ce qui lui manque en termes d'humilité, de responsabilité, d'empathie et d'individualisation. La médecine narrative a pour but d'offrir aux professionnels de santé une sagesse pratique, comprendre ce que les patients vivent ou endurent pendant leur maladie, comprendre ce qu'eux-mêmes éprouvent lors de la prise en charge de ces maladies. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail dans l'enseignement qu'on peut faire en médecine narrative sur l'écoute de soi-même et de ce que ça peut provoquer. Et finalement, utiliser cette narration et l'écrit, hein, c'est pas uniquement, ça va pas passer uniquement par une communication orale, ça va nous permettre d'avoir une attitude réflexive ainsi qu'au patient par rapport à ces écrits. Donc avoir un espèce de décalage par rapport à ce qu'on peut exprimer spontanément à l'oral et ce qu'on va poser et inscrire dans notre récit. Alors, il faut préciser que Rita Charon est médecin interniste effectivement, mais elle est aussi docteur en littérature et elle a un intérêt évidemment très appuyé, très profond pour tout ce qui est littérature, écriture. Pour autant, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir des compétences très particulières en littérature pour pratiquer la médecine narrative. Et donc, l'intérêt, si vous voulez, des caractères narratifs, on va dire, de la médecine sont une évidence à trois titres. D'abord, la temporalité. Pour qu'il y ait un récit, il faut qu'il y ait un temps, une temporalité et donc une chronologie. Et finalement, la personne qui imprime cette chronologie, c'est le narrateur. Donc, dans l'écriture, le narrateur imprime la chronologie et en médecine, le temps, c'est l'axe, enfin en médecine, dans les soins médicaux, le temps, c'est l'axe auquel on se réfère toujours, à la phase diagnostique, à la phase thérapeutique. Et pour preuve, on parle du temps de la prévention, du temps de la prise en charge diagnostique, du traitement, de la guérison, etc. Et puis, dans les anamnèses, on a besoin de quantifier le temps avec les délais et puis aussi après avec les attentes des patients. Vous avez très bien relaté que l'attente entre le moment où on fait une biopsie et le moment où on a le résultat, le diagnostic et le projet thérapeutique est une attente douloureuse. Elle est peut-être importante, mais elle est douloureuse et donc ça fait partie de la temporalité de l'histoire médicale des patients. Donc la temporalité, c'est commun à la fois à la médecine et au récit narratif. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est la causalité, donc la causalité et la contingence de l'histoire. Donc le récit d'un patient, dans un récit, il y a une intrigue. Et l'intrigue, c'est le narrateur qui l'invente, qui la pose, avec son ressenti à lui et sa façon à lui de voir les choses. Donc, c'est à partir de la façon dont on va poser une intrigue, le narrateur pose son intrigue, qu'on va pouvoir essayer de trouver un sens au récit. Donc, si un patient raconte son histoire, et le temps anamnestique est super important, et il est très oublié dans l'enseignement médical à la faculté. Et donc,
le temps anamnestique, c'est-à-dire écouter le malade avant toute chose, avant même de lire la lettre du médecin qui vous envoie le malade, du collègue, c'est hyper important parce que là, il y a énormément d'informations à saisir, rien que sur la façon dont le patient décrit ce qui lui est arrivé. Donc, c'est dans la narration, il y a à la fois cette causalité, cette contingence. Dans la narration d'une histoire médicale, elle existe également. La singularité, on en a déjà parlé, chaque histoire est unique, chaque façon de la raconter est unique, et donc à partir du récit, on peut adapter ses prises en charge, puisqu'on est devant un être unique. Et enfin, ensuite, au mieux, on développe par le récit l'intersubjectivité. Et donc, au mieux, idéalement, le médecin qui se trouve devant son patient comprend mieux à qui il a affaire, et inversement, le malade peut aussi s'identifier. Le médecin, éventuellement, peut se trouver des réponses aussi à ces questions plus personnelles. Alors, la médecine narrative, je vous ai dit qu'il n'y avait pas besoin de compétences très particulières en littérature, c'est une réalité. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pratique une écoute attentive. L'écoute attentive, c'est écouter avec une grande attention des récits qui sont souvent compliqués, qui sont souvent pas très clairs, surtout quand les patients sont émus, angoissés, et donc on essaie d'être le plus attentif possible et on essaye de suivre ce fil narratif qui est extrêmement informatif et qui est unique en fonction du patient. C'est-à-dire que quand on écoute les femmes qui viennent pour un cancer du sein ou pour... moi, je vois peu de cancer du sein, mais je vois beaucoup plus des maladies immunologiques. Et bien, un lupus, c'est jamais deux fois la même chose. Les préoccupations de chacune sont très différentes. Et donc, au fil du récit, on peut saisir des éléments qui vont nous orienter vers tel ou tel type de personne. On identifie évidemment les métaphores, les images, les non-dits. Et puis, on va rapprocher les différents récits d'un même narrateur pour voir si, au fil du temps, les choses peuvent évoluer, de façon à pouvoir s'adapter à chaque fois à la personne à laquelle on s'adresse. Il y a l'écoute attentive, ça c'est la consultation. Il y a aussi l'écriture, c'est-à-dire qu'on peut aussi j'aime pas dire se baser, mais enfin, prendre en compte les écrits des patients. Certains écrivent, d'autres pas. Le plus souvent, on se fonde sur nos écrits, c'est nous qui prenons les notes d'un récit, mais parfois, les patients écrivent, et puis, parfois aussi, on peut leur demander d'écrire, de façon à pouvoir recueillir des informations quand on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait en phase avec son patient. Et puis, l'intérêt de l'écriture par rapport aux séances de communication verbale, c'est qu'on peut les lire et les relire. Et ça, c'est un plus. Quand on écrit, on prend plus de temps pour écrire que pour dire. Donc on peut imaginer qu'il y a une analyse plus précise, plus profonde qui est faite au moment de l'écriture. Et puis surtout, le support existe et on peut relire. Et ça, c'est une aide importante. Ça fait tout l'intérêt de ce type de récit. Je peux ? Vous pouvez passer la suivante, ça ne fonctionne plus. Merci. Ça ne veut pas ? Vous ne voulez pas. C'est bon ? Donc, pour résumer la médecine, merci monsieur. Pour résumer la médecine narrative, c'est une pratique clinique qui s'accompagne d'une compétence narrative, mais encore une fois, il n'est pas utile d'être extrêmement formé. Et le but, pour reprendre in extenso les mots de Rita Charon, c'est reconnaître, absorber, interpréter, être ému par l'histoire des maladies, l'histoire en fait de nos malades. Et si on arrive à la fin, par notre travail, à toucher à ce but, alors l'idée c'est qu'on est beaucoup plus en phase, on est affilié à son malade, et du coup de cette association sortiront des prises en charge qui seront beaucoup plus efficaces, efficientes, pas seulement d'un point de vue technique, mais d'un point de vue simplement médical de prise en charge.
Alors, la médecine narrative, pardon, on l'a expérimenté beaucoup à la faculté avec les étudiants en médecine pour essayer justement de développer, c'est très pompeux, mais enfin, j'utilise quand même, leurs humanités. Voilà, puisque c'est le mot à la mode, voilà. On faisait donc des ateliers d'écriture par groupe pour nos étudiants. Ça, c'est une façon de former les médecins jeunes ou moins jeunes. On peut aussi s'exercer de façon individuelle en tant que praticien, hein, avec un patient, on écrit, on se relit. Et puis, on peut aussi le mettre à disposition des organisations en santé. Et par exemple, une façon de s'en servir, c'est de réaliser des groupes d'écriture d'une équipe. On travaille à l'hôpital, ce sont plutôt des équipes hospitalières, donc pluridisciplinaires, qui pourraient écrire sur un événement ou une prise en charge qui a un petit peu perturbé la vie du service. Donc en général, ce sont le plus souvent malheureusement des expériences malheureuses et on peut se servir de ces ateliers d'écriture pour essayer de décrypter et de s'améliorer surtout pour l'avenir. Donc pour revenir au thème de la session, se comprendre et communiquer. Donc, on pense quand même que la médecine narrative, par son objectif premier, ce qui est l'écoute attentive du patient, doit permettre une meilleure communication avec lui et donc une meilleure compréhension de ses attendus et une meilleure compréhension et prise en charge donc de lui-même dans sa globalité et pas uniquement de sa maladie. En anglais, c'est pratique, il y a deux mots, il y a illness et disease, et on s'intéresse pas à la disease dans la médecine narrative, mais au mal-être, on va dire. Alors, ensuite, j'ai regardé un peu la bibliographie, parce que c'était important de voir s'il y avait des études qui avaient été faites dans le domaine de la douleur, de la souffrance, et qui impliquaient la médecine narrative. Donc, déjà, dans PubMed, donc la base de données des articles, et quand on tape médecine narrative, il y a plus de 13 000 articles qui s'y réfèrent. Là, j'ai repris une étude qui est une méta-analyse qui, à partir de ces 13 000 références, n'a pris que les vraies études et qui en a sélectionné 325. Et à l'issue de la deuxième sélection au sein de ces 325 études, finalement, ils n'ont dégagé que 10 études qui étaient de bonne qualité méthodologique et qui impliquaient la médecine narrative. Vous en avez 9, la 10e, je ne l'ai pas mise parce qu'elle ne concerne pas notre sujet du jour. Donc 10 études sur 13 000 qui finalement sont de bonne qualité pour étudier l'impact éventuel de la médecine narrative. Et parmi ces études, ces 10, il y en a 2 qui concernaient la douleur. Donc, je les ai encadrées. La première, qui est sortie en 2008 et qui proposait d'évaluer l'utilisation de la médecine narrative pour évaluer l'intensité de la douleur et voir si ça ne pouvait pas améliorer le bien-être des patients. Il y avait 3 groupes, un total de 230 patients. 3 groupes, un groupe de patients qui avaient 3 séances d'écriture sur leur maladie, une par semaine pendant 2 mois, donc 3 séances sur 2 mois. Un autre groupe qui répondait uniquement à un questionnaire sur la douleur, et enfin un 3e groupe qui n'avait que les soins habituels sans questionnaire et sans séance d'écriture. Alors, malheureusement, il n'y a pas eu de différence statistique entre ces 3 groupes en ce qui concerne la baisse de l'intensité douloureuse ou l'amélioration du bien-être. Cependant, il est ressorti que les récits qui étaient le plus empreints d'émotion étaient ceux qui avaient les scores de douleur moindres. Donc, il y a peut-être un signal, mais en tout cas, rien montré en évidence base médecine. Vous voyez qu'on ne rejette pas du tout l'évidence base médecine. Au contraire, la narrative, elle est complémentaire. La deuxième étude, qui ne porte que sur 21 patients, donc avec un si petit effectif, et il est très difficile de tirer des conclusions. Cependant, elle avait pour but d'évaluer l'influence de la douleur chronique et la consommation d'opioïdes sur la qualité de la relation médecin-malade. Donc c'était en plus assez compliqué à mettre en œuvre.
En résumé, les auteurs ont analysé des récits semi-structurés avec des réponses semi-ouvertes des patients et de leurs thérapeutes. Et les récits décrivaient tous la douleur, la consommation d'opioïdes pour les soulager. Ils étaient assez monomorphes. En revanche, les auteurs arrivaient tout de même à conclure à un effet bénéfique de la médecine narrative pour la qualité du lien patient-thérapeute. Mais là, c'est assez subjectif. Et puis 21 patients, c'est vraiment pas assez. Donc, je l'ai signalé quand même parce que ça fait partie des meilleures études de la littérature sur le sujet. Donc voilà, il y a un boulevard pour étudier l'impact de la médecine narrative, en particulier dans le domaine des souffrances et des douleurs chroniques. Et donc, nous, on est convaincus que c'est un bon outil pour mieux appréhender la personne qui est malade et pas seulement sa maladie, dans le but, évidemment, d'une prise en charge optimale, individualisée. Aux étudiants, ce qu'on leur dit, le plus souvent, c'est pour s'habiller, vous avez le prêt-à-porter, et puis vous avez le sur-mesure, la haute couture. Ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est plutôt que d'habiller tout le monde en prêt-à-porter, de tendre pour certaines pathologies, bien sûr, pas pour une angine, pas pour des maladies qui posent peu de problèmes, mais pour des pathologies qui sont vraiment impactantes dans la vie des patients, il faut essayer de tendre vers le sur-mesure, la haute couture. C'est une image pour essayer de leur montrer qu'il faut vraiment qu'ils considèrent la singularité du malade qu'ils ont devant eux, et très jeune. Donc c'est une pratique, la médecine narrative, qui est facile, hein, encore une fois, et qui peut être polymorphe et qui peut être développée dans différentes situations, vis-à-vis des patients, vis-à-vis des soignants aussi, entre eux. Et ça, c'est un pan qui, à mon avis, devra être développé, en particulier dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Et enfin, donc vous avez un boulevard pour l'utiliser dans le domaine de la douleur, en particulier en cancérologie. Je vous remercie.